Le Polisario perd pied en Amérique du Sud, titrait donc en une le quotidien Libération dans son édition d'hier. L'Amérique du Sud peut être donc, on le disait, le prochain cheval de bataille pour la diplomatie marocaine. On va se pencher sur la question, mais d'abord quelques éléments de l'article en question. Le papier nous explique que le Polisario perd de plus en plus de terrain en Amérique du Sud. Les manœuvres du régime algérien pour récupérer ce terrain perdu au cours de ces dernières années tombent à l'eau. Cette affirmation a été relayée par le portail espagnol Diario Siglo XXI. La même source rappelle que les principales puissances d'Amérique du Sud, comme le Brésil, l'Argentine ou encore le Chili, ne reconnaissent pas cette entité fantoche. Alors, Rachida Chachi, l'Amérique du Sud était jusque-là la région la plus connue, finalement, quelque part pour son soutien aux séparatistes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce changement de position de quelques-uns de ces pays qui ont pu se retrouver par le passé à soutenir le Polisario ? L'Amérique latine a un passé très particulier. Est-ce que pour des raisons historiques, beaucoup de pays étaient de manière instinctive anti-américains et que cet anti-américanisme justifié dans certains cas, parce que sachant que les États-Unis ont soutenu des dictatures au Chili pour empêcher l'avancée du communisme dans cette région-là, s'aligner littéralement sur toutes les positions anti-américaines et donc du côté algérien. Parce que le Maroc était perçu par ces pays d'Amérique latine comme étant aligné sur l'axe Washington, sur l'axe occidental. Et de ce fait, les positions étaient idéologiques. Avec la fin de la guerre froide, certains pays, les principaux comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, sont devenus pragmatiques. C'est des pays dits émergents, notamment le Brésil, et ils sont dans une logique de développement de leur activité commerciale, de leur activité économique. Et c'est ce pragmatisme-là qui fait qu'ils n'ont plus aucun intérêt à soutenir ni de loin ni de près un mouvement qui n'existe pas, c'est-à-dire sur le terrain, parce que le principal argument de ces pays-là, c'est qu'on ne peut pas reconnaître un mouvement comme étant un État. Il n'y a pas le minimum de fonctions régaliennes, ni de territoire, ni de légitimité internationale. Par contre, il y a encore des poches de résistance comme le Venezuela, comme la Bolivie, comme l'Équateur, qui sont encore ancrées dans ce clivage-là avec Maduro et Morales. Mais là encore, on a beaucoup de choses à faire par rapport à ces pays-là. Il ne faut pas les abandonner, les classer comme étant rigides sur la question. Parce que le Maroc pourrait faire valoir auprès de ces pays-là son réalignement stratégique initié très récemment afin de casser cette image d'un Maroc aligné sur l'axe Washington. Donc l'idée de mettre en avant le fait que le Maroc est en train de diversifier ses partenaires stratégiques, qu'il n'est soumis à personne et qu'il n'est le précaré de personne, comme Sa Majesté l'a réitéré plusieurs fois, pourrait permettre de nuancer cette image déformée ou bien héritée du passé de certains pays et d'avancer nos pions en Amérique latine. Très bien. Aziz Bousta, effectivement, comme disait Rachida Chachi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour vous, ça pourrait être le prochain cheval de bataille de la diplomatie marocaine après l'Afrique ? Oui, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Ce que devrait faire le Maroc, c'est faire en Amérique latine ce qu'il fait en Afrique, c'est-à-dire se rapprocher et faire valoir les atouts qu'il a. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire de la perte de pied, enfin perdre pied du Polisario, je ne le pense pas parce que il n'y a pas eu énormément de changements en fait. Avec le Brésil peut-être. Alors le Brésil, comme disait Rachid, le Brésil, l'Argentine, le Chili, les trois grands pays d'Amérique latine ne reconnaissent pas le Polisario, ne reconnaissent pas non plus clairement la marocanité du Sahara. Ils sont attachés à la légalité internationale, c'est-à-dire aux résolutions de l'ONU. Pour eux, donc, ils ne reconnaissent pas, comme le disait Rachid, ils ne reconnaissent pas un mouvement. Pour qu'un État soit reconnu, il faut des conditions qui sont un territoire, une capitale, un gouvernement indépendant et une population clairement définie Donc c'est pas le cas du Polisario, c'est pas le cas de la RASD. Bien, maintenant. Il y a d'autres pays qui sont quand même des pays importants où il y a des ambassades de la RASD, comme l'Équateur, comme l'Uruguay, comme le Venezuela. Il y a des pays qu'on a gagnés dernièrement, enfin sur les dernières années, comme le Guatemala et le Panama, qui sont pas des pays extrêmement grands en Amérique latine, mais qui sont quand même, qui montrent l'activisme, l'activité de la diplomatie marocaine. Alors, on se rappelle qu'il y a une dizaine d'années, le roi Mohamed VI avait fait une tournée dans les pays d'Amérique latine. Et puis, bon, il n'y avait plus rien eu de probant. Et là, ce qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait calquer en Amérique latine la politique africaine et faire valoir nos atouts. Nous avons pas mal d'atouts. Il y a l'atout agriculture, il y a l'atout tourisme. Il faudrait ouvrir des bourses d'études aux étudiants américains, latino-américains, permettre des échanges, faire beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qu'on pourrait faire.
travailler avec le Venezuela. Maduro est sur le départ, donc travailler avec son opposant numéro 1, Capriles, et essayer de travailler actuellement au niveau multilatéral, c'est-à-dire toutes les grandes questions internationales, toutes les dispositions qui sont prises par l'OEA, l'Organisation des États américains, être là, être présent. Et donc le Maroc pourrait faire ça, être très proche de ces pays en Amérique latine, mais bien entendu pour aller en Amérique latine, quand on revient à l'histoire, il faut travailler la main dans la main avec les Espagnols et avec les Portugais. Je crois que la diplomatie marocaine a pratiquement explosé il y a 4-5 ans. Elle est partout. Il y a des réalignements qui sont faits, comme disait encore une fois Rachid Achahachi, aussi bien au niveau de l'Asie qu'au niveau de l'Afrique, au niveau russe. Et l'Amérique latine n'a pas encore été véritablement initiée, n'a pas été déclarée comme priorité de la diplomatie marocaine, mais je crois que ça ne saurait tarder dans les mois ou les années qui viennent. Alors Talal Shakir, vous voulez réagir, ensuite Mélanie Freixili. Talal Shakir, effectivement, sans l'appui de l'Amérique du Sud, que devient le Polisario ? Écoutez, déjà, il avait un appui sur le terrain pour les entraînements, notamment à Cuba, et puis ensuite idéologique, puisque les grands leaders, en tout cas, ne sont plus là. Je pense que la tendance est inversée aujourd'hui. Il n'y a plus Chavez, il y a plus Castro. Les grands leaders, ceux qui avaient la parole, alors Evo Morales reste relativement discret. Maduro, tout le monde l'a dit, est sur le départ. Donc, on est véritablement sur une situation de tendance inversée. Et c'est vrai que ces peuples-là, qui étaient opprimés quelque part dans leur histoire, on s'est accaparé leur terre, etc., sont restés sur des frustrations et des erreurs de l'histoire, parce que comparer notre pays à cela est une erreur de l'histoire, bien entendu. Donc aujourd'hui, il me semble que le réalisme et puis la réalité politique, que ce soit au Brésil, en Argentine, au Paraguay, au Chili, des pays qui finalement ont fini par comprendre que le Sahara était bien marocain, et en tout cas, ils sont sur une dynamique de réflexion, ils ne sont plus sur la posture de la non-reconnaissance. Aujourd'hui, il faut que le Maroc joue la carte de la réelle politique. Il faut être réaliste, il faut aller vers ces gens-là, vers ces peuples-là qu'on connaît pas, vers effectivement, Aziz l'a rappelé, échange culturel, échange en tout cas universitaire, économique, scolaire et autres. Il faut que ces pays nous connaissent. Ils nous connaissent pas justement. Et on l'a à chaque fois rappelé souvenez-vous, lorsque Ban Ki-moon avait commis la grave erreur à Tindouf notamment, on avait dit que tout le monde était diplomate dans notre pays et devait l'être. Et nous avons un flambeau à porter par rapport à notre culture, notre histoire, notre présentation de l'histoire du Maroc. C'est comme cela que ça fonctionne. Il faut de la communication historique, il faut du marketing historique, c'est important. Ces pays ne connaissent pas notre pays, nous ne les connaissons pas non plus. On ne connaît pas géographiquement où est-ce qu'ils se situent. Donnez-moi, où se trouve le Costa Rica. Très peu de personnes le savent. On les connaît à travers le football. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais il faut effectivement aller vers ces pays-là. La diplomatie du football, c'est important. Faire une diplomatie qui va de l'avant. Faut-il avoir un football et qui est capable effectivement de qui se mettent pas sur la tête les uns les autres déjà. De présenter des football, Talal Shakir. Oui, c'est sympathique. Vous savez que le Brésil est un pays qui n'impose pas le visa pour pas mal de pays du Maghreb, notamment le Maroc. Les Marocains. Exactement. Donc voilà, ce sont des pays qui sont aujourd'hui entrés de plein fouet dans la mondialisation. Il faut qu'on ait un dossier capable, d'offensive tout simplement culturelle, historique et diplomatique. Malheureusement, la pseudo-raste développe des liens avec ces pays-là, avec une victimisation, mais malheureusement, ce n'est pas un débat contradictoire. Le Maroc n'est souvent pas présent. Il faut être présent, il faut contrecarrer, il faut expliquer, argumenter, il faut documenter. Nous devons faire ce travail-là. Il ne faut pas attendre que certains se trompent sur notre histoire pour manifester un dimanche et puis rentrer à la maison. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut une pression douce, une pression effectivement culturelle. Il faut que ces pays nous connaissent, qu'on les invite, et c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, je vous le dis, la tendance est inversée. Il reste qui comme pays réfractaire? La Bolivie, Cuba, l'Équateur, Venezuela. Ça pèse quoi sur l'échelon international? Ça pèse pas beaucoup. Maintenant, bien sûr, il vaut mieux avoir l'alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. L'esprit Bolivar, il est en train de s'évaporer face au réalisme financier de l'économie et d'autres principes de la mondialisation. Les gros d'Amérique latine que sont le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et le Mexique, peut-être dans quelques mois, ont compris aujourd'hui la question territoriale. Il me semble que le Polisario aujourd'hui, en tout cas ce qu'il en reste, est en train de souffler, en tout cas de lâcher ses derniers souffles à travers le monde, puisque il faut
bien comprendre que moins de 20 pays sur 195 hésitent encore et reconnaissent cette pseudo-entité. Donc le terrain est plus que gagné pour le Maroc. Il faut continuer cette offensive. Il faut qu'on se fasse connaître. C'est très important. Le marketing politique compte énormément aujourd'hui. Mélanie Freixigli. Bon, alors je crois que tout a été à peu près dit. En fait, c'est un peu le sujet. Non, on n'a pas parlé de la Colombie finalement. Est-ce qu'on a suffisamment capitalisé sur la Colombie qui reste, je ne sais pas quels sont exactement tous les pays. Elle ne reconnaît plus, elle a retiré. Elle a retiré sa reconnaissance, effectivement, comme le Pérou. Elle reconnaît même, je crois, la marocanité du Sahara, il me semble. Alors, elle a retiré la reconnaissance, comme le Pérou, ils ont retiré la reconnaissance à la RASD, et il y a une ambassade résidente marocaine. Donc c'est déjà pas mal. C'est le cas également du Pérou. Donc ça fait partie des pays qui sont intéressants. Effectivement, on n'a pas forcément énormément capitalisé dessus, mais enfin en même temps la Colombie c'est pas non plus je sais pas quoi vous dire. On a le Brésil, hein, ça c'est bien, on a l'Argentine, ça c'est bien, on a le Chili, c'est pas trop mal, et puis bon après c'est très bien le Chili, c'est important le Chili. Ouais. Et puis après on a quand même un ambassadeur au Mexique, même s'il reconnaît la RASD, ce qui est important parce que le Mexique c'est un pays important pour le coup. Et puis bon, pour le reste, effectivement, on fait partie d'alliances étranges et bizarres comme les alliances Caraïbes où on n'a rien à faire, mais on en fait partie. Donc c'est quand même pas pour rien, hein, non, mais c'est des efforts diplomatiques qui sont faits pour ça. On a un plan de renforcement économique avec l'Amérique du Sud, même si nos échanges pour le moment pèsent pour que nibe, en fait. Il y avait eu les documents en quoi c'était en 2012 ou en 2014, je sais plus, ou en 2013, je sais plus. Les documents confidentiels révélés par Coleman là, qui disaient qu'effectivement on avait un plan diplomatique renforcé vis-à-vis de l'Amérique du Sud. Bon, d'une manière générale, on est très actif. Donc oui, je pense que ça a été dit par à peu près tout le monde. La destitution de Dilma Rousseff, c'était plutôt une bonne nouvelle pour le Maroc. Parce qu'elle était favorable à la RASD, elle avait dit qu'elle la reconnaîtrait. Finalement, ça s'est pas fait, hein, c'est pas plus mal. Donc voilà, dans l'ensemble, on peut dire que l'Amérique du Sud est en train de gentiment changer, d'une manière qui, à mon avis, ne lui est pas très positive d'ailleurs, mais d'une manière qui, pour nous, est plutôt sympathique. Les temps changent en tout état de cause. Alors après, effectivement, je sais pas. Je crois qu'on ne fait aucun effort particulier vis-à-vis du Suriname, de l'Uruguay, d'endroits comme ça, quoi, où effectivement on fait strictement rien. Mais il y a de moins en moins d'ambassadeurs de la race de là-bas, dans des pays de moins en moins importants ou qui sont de moins en moins, qui pèsent de moins en moins. Même des pays comme l'Équateur, qui pour moi sont intéressants, hein, qui sont traditionnellement relativement opposés au Maroc. Ils reconnaissent encore la race, mais il n'y a plus d'ambassadeurs là-bas. Donc ça change doucement, quoi. Alors, Talal Shakir. Oui, il faut rappeler aussi, parce que nous avons effectivement présenté la question sur un plan culturel historique. Il faut savoir que vis-à-vis de ces pays, nous avons des balances commerciales déficitaires, près de 13% par rapport au Brésil, 6% par rapport à l'Argentine. Les échanges ne dépassent pas 11 milliards d'exportations vers le Brésil contre 8 milliards de dirhams pour le Maroc. C'est largement insuffisant et insignifiant même. Il faut développer des échanges effectivement économiques. La principale barrière, c'est l'éloignement géographique ? Oui, c'est l'éloignement géographique. L'éloignement, le modèle de culture aussi. Et la langue également, le portugais. La langue également, effectivement. Pour l'espagnol, c'est un peu moins. C'est un peu moins problématique. Voilà, donc ce sont des chiffres qui sont alarmants et qui montrent que nous n'avons pas de lien avec des pays qui sont quand même considérés comme étant des BRICS. Ce sont quand même des pays émergents. Ce sont des pays à très forte valeur ajoutée. Ce sont des pays qui sont relais, qui sont capables de générer ce qu'on appelle des industries industrialisantes. On peut participer avec eux. C'est vrai que l'éloignement, mais enfin bon, on a aussi les États-Unis, donc ce qui fait que aujourd'hui la question de l'éloignement ne se pose pas vraiment. C'est pas le facteur principal. Mais donc, parce qu'on a moins de liaisons, tout bêtement. Si nous développions un commerce beaucoup plus acharné, beaucoup plus offensif par rapport à ces pays-là, eh bien déjà les liens commerciaux créent de l'interdépendance, et cette interdépendance crée effectivement des questions politiques. Du coup, votre question politique, elle est regardée bien différemment quand vous avez des liens avec un pays, quand vous gagnez de l'argent avec ce pays, quand vous créez de l'emploi, quand vous créez une valeur ajoutée. Forcément, vous regardez sa politique, son histoire, et puis son existence de façon différente. Alors évidemment, avec des
pays, comme par hasard, les pays avec lesquels, qui ne reconnaissent pas, ou qui reconnaissent la pseudo-race, sont des pays avec lesquels on n'a presque aucun lien économique. C'est parce qu'ils ne sentent pas l'intérêt, ils vous découvrent. Moi, je suis toujours sur le questionnement de ces pays comme le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, qui ont découvert tout simplement notre pays, le Rwanda également. Donc, ce sont des pays qui simplement ont appris sur le papier que il y avait un problème territorial. Point. Ils sont pas allés au-delà. Aujourd'hui, grâce aux offensives, grâce à la présence, grâce à la signature d'accords, on a compris que l'interdépendance crée, et l'interdépendance a créé et a résolu beaucoup de problèmes au niveau européen, au niveau des frontières notamment. Alors, mais l'interdépendance de Mélanie Frick-Sigley, Aziz Boustaï en termes l'interdépendance sur le continent avec des pays avec lesquels on n'avait pas de lien économique, ça je veux bien parce qu'à l'échelle du continent c'est quand même valable et imaginable. Maintenant, techniquement, il va falloir m'expliquer où est-ce qu'il y a une interdépendance vertueuse à créer avec la Bolivie, si vous voulez. Parce que concrètement, non, mais c'est une vraie question. Si vous voulez, la Bolivie, c'est une question très concrète. La Bolivie, si vous voulez, ils ont pas une économie qui soit spécifiquement compatible avec la nôtre ou sur lesquelles on va créer facilement de l'industrie industrialisante. Ils ont des préoccupations qui sont à 100 000 lieues des nôtres et pas seulement au niveau géographique. Prenez le Brésil, prenez l'Argentine, prenez le Paraguay. Pourquoi la Bolivie spécialement ? Alors, pourquoi la Bolivie ? Parce que le Brésil, on a une ambassade, ils n'ont jamais reconnu la RASD et ça, il n'y a pas de problème. L'Argentine, c'est la même chose. Donc, en fait, moi, je parle des pays avec lesquels on n'a pas de lien. Donc, on a le Venezuela, ça, on est d'accord. On a l'Équateur, la Bolivie, le Guyana, le Suriname, l'Uruguay, le Nicaragua et Panama. Vous voyez ? Donc, c'est ces pays-là dont on est en train de parler. Donc moi, je veux bien. Le Venezuela, il y aurait peut-être des choses à faire. Éventuellement, ça peut se discuter. Mais la Bolivie, l'Uruguay ou le Suriname, c'est pas gagné d'avance, quoi. C'est un peu ça quand même qu'il faut dire. Tandis que au niveau africain, c'est relativement logique parce que effectivement, on a des conditions continentales qui font que on est beaucoup plus près. On a des possibilités d'expansion qui sont relativement logiques. C'est très différent. C'est vraiment très différent. C'est pas comparable. On n'a pas beaucoup insisté sur les pays finalement avec qui ça se passe bien, comme la Colombie par exemple. Exactement. Mais vous savez, la Colombie ou la Bolivie, pour reprendre ce que dit Mélanie, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Il faut aller chercher les moyens de travailler, les niches, les créneaux où on peut travailler avec la Bolivie. Vous pensez que la Chine, en se réveillant le matin, pense au Maroc ? Pourtant, le Maroc a été. La Chine, en se réveillant le matin, pense au monde entier. Pense au monde entier, dont le Maroc est une petite partie. Le Maroc est parti au Nigeria. À partir du moment où il a réussi son entrée, son offensive au Nigeria, il n'y a absolument aucune raison pour qu'il ne réussisse pas la même chose en Colombie, en Bolivie, au Nicaragua ou ailleurs. Dans le monde, et pas uniquement en Amérique latine. Le Maroc a dépassé l'écueil de la distance, il a dépassé l'écueil de la langue. D'ailleurs, on en parlait une fois ici autour de cette table, il y avait cet écueil de la langue, bien qu'il y ait des gens qui parlent espagnol au sein de la diplomatie marocaine, portugais, chinois et tout, il y avait quand même une préférence pour les pays francophones. Ce n'est plus le cas maintenant, donc il faut aller vers ces pays d'Amérique latine, et même, comme ça a été fait en Afrique, même les pays qui reconnaissent la race, même les pays qui ont une ambassade de la race, le Maroc va entrer à l'Union africaine et il va siéger avec la race. Donc là, il y a déjà un tabou qui est brisé. Et donc c'est ce qu'il faut maintenant. À mon sens, je crois qu'il y a une chose. Je suis dérangé par cette question de marocanité du Sahara, aller chercher, aller travailler, et aller privilégier les gens qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Il y a dans le monde un organisme qui s'appelle l'ONU, qui est un machin peut-être, mais qui est l'ONU. Et il a sa vitesse. L'ONU a sa vitesse de fonctionnement pour qu'un jour reconnaître clairement la marocanité du Sahara. D'ici là, nous savons que le Sahara est marocain. Nous savons que nous sommes là chez nous. Il y a ce qu'il faut. Il faut travailler avec les gens qui le reconnaissent ou qui ne reconnaissent pas la marocanité. Ce qu'il faut, c'est reconnaître la réalité. La marocanité, elle s'impose d'elle-même. Donc c'est là où il faut aller, et c'est ce qu'il faut. Comme le disait Talal, il faut vendre le Maroc. On a maintenant une marque Maroc, n'est-ce pas ? On l'a assez dit. Alors c'est cette marque-là qu'il faut aller vendre, et il faut aller montrer, il faut aller expliquer aux gens les atouts qu'ils auront, les atouts qu'ils auront à travailler avec nous, et même en Bolivie. Eh ben si on fait $3 millions d'échanges avec la Bolivie, c'est toujours $3 millions. Et faire connaître la Bolivie au Maroc et inversement. Ouais, et pas uniquement en foot. Le problème pour la Bolivie, parce que je vais juste répondre une phrase là-dessus.
Oui. Prenons l'exemple vraiment très concret de la Bolivie. La Bolivie n'exporte que du gaz, d'accord? Et en fait, ils ont un problème parce que il n'y a pas d'investissement. Il y a ça peut être intéressant. Il n'y a pas du tout d'investissement étranger en Bolivie parce qu'il y a une politique de nationalisation de tout ce qui y arrive. Mais qui va changer. On ne peut pas. Oui, alors ça va changer, mais c'est progressif. On prépare le terrain. Et qui ne peut donc il n'y a pas d'investissement étranger là-bas parce que globalement, effectivement, voilà, et qu'il y a en plus eu de très très grosses protestations pour que le gaz ne soit pas exporté. Donc effectivement, maintenant on a Morales qui a promis la main sur le cœur qu'il allait pas nationaliser les prochains investissements, mais concrètement la Bolivie, il y a pas moyen d'avoir des échanges avec c'est un exemple. Mélanie, qu'est-ce que vous avez ce matin avec la République de Bolivie? Ben voilà, je vous dis, c'est un exemple, mais je peux vous parler du Pérou si vous voulez. C'est un pays qui exporte peut-être ce que vous avez dit, mais il importe aussi beaucoup de produits chimiques. Il paraît que nous avons une OCP qui est capable d'exporter du phosphate, justement pour ce pays, et la Bolivie importe des produits chimiques du Brésil, justement, des États-Unis, de Colombie, de pas mal de pays. Alors, bien sûr que c'est un relativement peu besoin d'engrais. La Bolivie, ils en importent. La Bolivie est un pays pauvre. C'est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine qui a besoin d'un relais, qui a besoin d'une relance. Ces pays ont besoin d'une référence et ils sont en train de se transformer. C'est pas évident. Ils étaient sous le joug avant du socialisme et du nationalisme, notamment d'un certain nombre de pratiques commerciales et économiques. Le Venezuela est en train de s'effondrer, on l'a bien vu, à cause de beaucoup de détails. La Bolivie va certainement changer de fusil d'épaule et vous verrez que leur ouverture leur sera bénéfique. C'est un pays pauvre, il faut tout y découvrir et c'est intéressant. Alors, si vous me permettez, je voudrais rebondir sur cette question de Bolivie. Que Mélanie parle de la Bolivie, bon, ça la concerne. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il faudrait éviter. Par contre, en revanche, ce sont des propos comme ça il faut le rappeler, comme ceux qui avaient été prononcés par Abdillah Ibn Kelen, le chef du gouvernement, en début d'année, à l'époque du grand débat sur la légalisation ou pas du KIF ou sur la déréglementation, dépénalisation. Et il avait dit, ce que fait Ilyas El-Omari, on était en pleine campagne électorale, pré-campagne électorale, ce que fait Ilyas El-Omari va rendre le Maroc comme une nouvelle Colombie. Voilà, ça c'est le genre de phrase. Ça avait pas qu'il faut changer. Maintenant, c'est facile, ça. Oui, c'est facile, mais les Colombiens entendent ça. Mais ça, c'est un problème. Ce qui a été dit, les Mauritaniens, la Colombie, c'est plus intéressant. Donc, il faut faire attention à ce genre de déclaration et après, laisser Mélanie dire ce qu'elle a envie de dire sur la Bolivie. Mais moi, techniquement, on laisse parler Rachida Hachachi. Je ne suis pas politique, donc ça a beaucoup moins d'importance. Alors, on termine le mot de la fin, Rachida Hachachi. Il paraît clair que le travail doit être opéré sur deux champs de bataille. Alors, premièrement, au niveau des classes politiques en Amérique latine, parce que quand on voit le cas, par exemple, des pays les plus acharnés comme le Venezuela ou la Bolivie, Chavez qui nous a quittés, qui fut au passage un grand homme, quoi qu'on en dise, n'était pas anti-marocain par principe, ou bien en connaissance de cause, mais par ignorance du fait de la désinformation et du lobbying opéré par le Polisario en Amérique latine, en jouant sur la sensibilité de gauche, sur le côté émancipateur. Donc il y a tout un travail de réinformation des classes politiques en Amérique latine à faire. Pareil pour la Bolivie. Evo Morales, a priori, c'est un type bien. Je veux dire, c'est pas c'est quelqu'un avec qui on peut parler, c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre, donc on peut convaincre avec des arguments solides. Donc le lobbying doit être fait au niveau des classes politiques, mais également au niveau des populations. Parce que le Polisario, lui, il a tout un réseau d'ONG en Amérique latine qui sont présents dans les médias, invités souvent. Alors comment on fait avec les populations? Beaucoup de porte-parole, beaucoup de présence au niveau de la presse. Tout à fait, c'est que même si demain il y a un changement au niveau des... Mais concrètement, comment on fait avec les populations? Il faut faire du lobbying. Il faut, à travers les ambassades, financer des ONG locales, créer des ONG, des partenariats, à travers les universités, diplomatie parallèle, ce qu'on appelle diplomatie culturelle, ça existe. Alors, économique. Oui, alors juste pour finir. Alors pour la Bolivie, elle n'a ce genre de posture que parce qu'elle s'inscrit dans une forme d'alliance régionale là-bas. Parce que si jamais on arrive à gagner le Venezuela avec qui on peut avoir des échanges commerciaux intéressants, on peut par effet d'entraînement agir et influencer la Bolivie. Il faut voir comme un bloc de gauche et pas comme étant des pays isolés. On va faire une spéciale Bolivie. Alors, oui, pour Mélanie Freixigli. Alors, Talal Shakir et Mélanie, deux dernières interventions. Naïma Mouadine, à la question comment faire, eh bien, c'est très simple. Vous envoyez des gens, vous formez des gens qui parlent allemand, espagnol, anglais, français à travers le monde. C'est normal. Ce sont des gens qui vont porter votre cause, qui vont porter tout ça, votre histoire, une présentation de l'histoire. Nous avons pas mal d'ambassades, nous avons pas mal de fêtes nationales. C'est l'occasion de passer un diaporama, un dîner, de présenter des choses. Ça se passe comme ça. Et au niveau des médias, on les retrouve. Et Rachid a parfaitement raison.
raison. On les retrouve, ils sont à l'offensive. Il y a une nouvelle génération de pseudo-races d'aujourd'hui qui ont une trentaine d'années et qui se débrouillent très bien sur les médias. Et nous, on frissonne parce qu'on n'est pas présent. Et ça n'est pas normal. Il faut une offensive intellectuelle, historique, connaître notre dossier. Regardez toutes les failles qu'il y a eu quand il y a eu la manifestation contre Ban Ki-moon. Des gens qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Exactement. Est-ce que nos enfants connaissent notre histoire? Et ça aussi, je le martèle chaque matin. Il faut qu'on nous connaissions notre histoire, qu'on leur rappelle ce qui s'est passé, parce que beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé. C'est bien d'emprunter la cause nationale. Il faut aussi la connaître et être l'ambassadeur de sa cause nationale. Mais il faut aussi s'offrir les moyens d'une telle diplomatie. C'est que l'appareil diplomatique marocain n'a pas été pensé pour une telle diplomatie ambitieuse comme l'est aujourd'hui. Donc il faut même en termes d'effectifs, en termes de budget, étoffer nos capacités diplomatiques avec un recrutement intelligent sur une base linguistique, au niveau des compétences. Donc il faut élargir l'appareil diplomatique afin d'être à la hauteur de cette diplomatie ambitieuse. Un dernier mot, Mélanie. Un dernier mot. La Colombie, c'est effectivement intéressant et en termes économiques, il y a une ouverture réelle, mais en Colombie, ils ont retiré leur reconnaissance à la RASD et on a un ambassadeur, donc le travail diplomatique est déjà fait. Oui. C'est pareil pour le Pérou, par exemple, et pour le Brésil. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au Mexique, il y a à la fois la reconnaissance de la RASD, un ambassadeur de la RASD, mais aussi un ambassadeur du Maroc. C'est ce qu'il faut. Donc ça, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'on est sur un changement là-dessus, parce que ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, quand je dis jusqu'à présent, c'est jusqu'à ces dernières années, on évitait ce genre de situation. Donc, effectivement, on peut envisager que dans des pays comme le Venezuela notamment, ou Cuba, on puisse envisager d'envoyer un ambassadeur marocain prochainement. Ça, ou la Bolivie. Ou la Bolivie, mais la Bolivie est beaucoup moins importante. On est en quasi rupture diplomatique avec le Venezuela. On est pas en quasi, on est en rupture diplomatique avec le Venezuela et il faudrait effectivement éviter que ce soit le cas, à mon sens. Donc là-dessus, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose sur lesquels l'Amérique du Sud aurait des liens avec l'Afrique assez simples à faire et qui pourrait amener à une vraie diplomatie, c'est tout le travail universitaire et de recherche. Il pourrait y avoir réellement là-dessus des échanges au niveau universitaire. Encore faudrait-il qu'au Maroc, on considère l'éducation et l'université comme une priorité. Ce serait bien en règle générale pour tout, y compris pour que tous les Marocains aient conscience de leur histoire nationale. Donc je réitère cet appel-là. L'Amérique du Sud, c'est un continent pauvre, mais qui est éduqué et qui met l'accent là-dessus. Nous, on ne le fait pas. Nous, on ne le fait pas. C'est une erreur. Aziz Bousta, vous voulez pour cette question, tout dernier mot, pour cette question de cause nationale dont parlait Talal, je crois qu'il y a un changement de doctrine au niveau de la diplomatie marocaine. On ne va plus chez les gens pour parler de la cause nationale. On va chez les gens pour parler business. On va chez les gens pour parler culture. On va chez les gens pour parler politique et diplomatie. La cause nationale vient après. Ce sont des gens, comme Talal l'a dit, même nos jeunes, parfois ne connaissent pas véritablement l'histoire du Sahara. On va pas aller expliquer ça à quelqu'un en Bolivie, par exemple, ou en Malaisie. C'est pas leur